Bonjour Thomas, merci. Thomas Messaros. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, on va peut-être, si tu veux bien, faire une présentation de qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît. Alors, je suis donc Thomas Mézaros, je suis vice-président à l'agglomération d'Annecy en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, conseiller municipal à Annecy, dans l'équipe d'Annecy, dans l'équipe municipale d'Annecy. Et je suis également, parallèlement à cela, maître de conférence en sciences politiques à l'université Lyon 3. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. On a Dominique Choisel. Alors, Dominique Choisel, moi je suis consultant dans le digital et plutôt spécialisé dans tout ce qui est à distance, formation, travail à distance et collaboratif, et aussi dans le e-commerce. Bruno Couzeau. Donc Bruno Couzeau, quelque peu retraité psychanalyste et conseiller en entreprise, coach du personnel et coach juridique par rapport à certains syndicats, CFDT entre autres. Et donc Serge Neumann, aussi porteur du projet de l'Université Figitale. Et c'est le sujet qui nous réunit actuellement, c'est de parler justement de toute cette éducation et tout ce qui peut être fait entre l'université physique et puis l'université numérique, avec un boost qu'il y a eu au niveau du Covid, mais pas que cela, puisque des études faites par l'IFOP déjà en 2019, donc bien avant qu'on se dise il va y avoir du confinement, il va falloir faire du distanciel, disait qu'une famille sur deux française était incapable de subvenir aux besoins de son enfant s'il devait faire des études autre part que dans la ville où ils étaient. Et cette même étude disait qu'un jeune sur trois, donc 31% en fait, ont dû renoncer à leurs études parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les faire et parce qu'en fait, il n'y avait pas capacité de faire les études qu'ils voulaient faire là où leurs parents ou là où ils vivaient. C'est vraiment une grosse problématique, surtout le jour et à une époque où avec les MOOC, on peut passer des diplômes de l'ensemble de la planète et puis suivre les cours de n'importe qui, et en particulier des meilleurs, même s'ils sont de l'autre côté de la planète ou s'ils habitent à 5 mètres, ça a plus de distance. Mais c'est une vraie problématique et c'est une problématique sociétale, d'où l'intérêt d'avoir également le retour de personnes élues comme toi, Thomas, et d'avoir ton retour, ce que tu penses avec tes deux casquettes, en fait, aussi bien d'universitaire, donc de celui qui donne les cours, que de politique, donc celui qui doit faire que les dynamiques existent. Alors, je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que pour moi, cette année, avec le Covid, il y a quelque chose qui a encore aggravé la situation, puisque les jeunes n'ont pas pu faire des travaux d'été, ils ont été vraiment en difficulté, et je pense que là, cette année, il y a eu vraiment une problématique pour les jeunes qui voulaient aller en université et trouver à se loger. Tout à fait. Donc, par rapport à tout ça, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau déjà de la complexité, en effet, de base, en étant étudiant, quand la famille n'habite pas le lieu où on fait les études, qu'il faut se loger. Et ça, c'est une question qui revient régulièrement et qui est d'ailleurs encore plus problématique dans les pays de Savoie où on vit, parce que le prix du mètre carré est tel que ça fait vraiment très, très cher. Donc, par rapport à ça, déjà, quel type d'idée ou quel type de réponse tu as, Thomas? Alors, clairement, la pandémie qu'on a connue depuis le mois de mars, ou qu'on connaît depuis le mois de mars, puis surtout la période qu'on avait connue au mois de mars, nous ont obligés à revoir complètement nos modèles. Ça, j'allais dire, c'est le propre des crises, qui, de manière naturelle, nous invite à réfléchir à nos modes de fonctionnement routiniers et puis à imaginer des formes nouvelles, donc à innover en fin de compte dans nos pratiques. Alors, c'est intéressant parce que je trouve que dans le cadre de l'enseignement de manière générale et de l'enseignement supérieur plus particulièrement que je connais mieux, il y a eu vraiment une innovation claire qui a été que l'on a vu se mettre en place. Alors là par exemple à la rentrée, donc il y avait déjà l'expérience de ce qui s'était passé précédemment. Il y avait des interrogations qui se sont développées depuis mars sur les questions que tu évoques, Serge, et en essayant de tirer les éléments positifs en fin de compte de la crise que l'on a connue, en disant que finalement, on peut imaginer aujourd'hui, alors bien évidemment, la formation, elle doit rester en présentiel, c'est le but de l'université, c'est le but de nos formations.
j'allais dire, des développements qui sont plutôt digitaux, où on utilisera beaucoup plus ces technologies numériques. Et pour certains cas de figure, ça peut même être des réponses à des carences territoriales ou des difficultés territoriales, telles que la hausse du prix du mètre carré, ou dans le cadre du logement, ou bien l'absence d'infrastructures dédiées à l'enseignement supérieur, voilà, enfin ce genre de choses. Mais ça ne peut être en réalité que palliatif, parce que quand même l'enseignement, il doit se décliner et il doit être dispensé physiquement. En tout cas, il doit y avoir un accueil physique des étudiants. Et donc, on peut imaginer, par exemple, des modules de formation qui seraient à distance, avec des étudiants qui seraient à l'étranger, par exemple, dans le cas où on ne peut pas faire le déplacement, ou dans le cas où il y aurait je sais pas, une formation ou un intervenant particulièrement intéressant qui serait utile dans le cadre d'une formation. On peut imaginer de manière à limiter des coûts, et là on voit les aspects positifs, hein, limiter les coûts de la formation, rendre accessible toute une connaissance à des jeunes. On peut imaginer également à un niveau beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus environnemental, pour réduire les mobilités, même à l'échelle internationale. Eh bien, on peut imaginer que sur des portions de formation, on puisse comme ça utiliser l'enseignement à distance. Mais, je le répète quand même, hein, l'objectif de l'enseignement, et notamment de l'enseignement supérieur, c'est quand même d'amener les jeunes à se déplacer, à aller dans les enceintes de formation, dans le cadre de leur formation universitaire, d'aller à l'étranger, parce que c'est une richesse, hein, dans le cadre de leur parcours. Donc ça, je crois que ça reste, et ça doit rester impérativement une priorité dans le cadre de l'organisation de nos formations supérieures. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'il est aussi nécessaire, de toute façon, même pour les gens qui ont cette idée de pouvoir se former avec des temps de travail souples ou des localisations souples, pouvoir partir en Birmanie et continuer ses études? Eh bien, peut-être, mais on a besoin quand même de se retrouver pour créer un petit peu de l'entraide, de créer aussi ce réseau, un réseau qui nous permet plus tard d'avoir des contacts dans d'autres entreprises, même si on n'est pas dans le même cursus. Que de toute façon, on a besoin d'être à plusieurs pour pouvoir échanger, et que de temps en temps, prendre un café, c'est aussi important que d'apprendre, d'être très bon dans sa matière. Ah oui, bien sûr. Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que quand on dit, enfin, pour moi, en ce qui me concerne, la formation, c'est un tout qui comprend à la fois la transmission de la connaissance, au sens, j'allais dire, théorique, et ça passe par la relation entre l'enseignant et le public qu'il a devant lui, mais ça passe également par la relation humaine, qui est tissée, bien sûr, pendant l'enseignement, mais aussi à côté de l'enseignement, et cette fois-ci, pas seulement entre l'enseignant et le public, mais entre les personnes qui composent les différents publics qui assistent à ces enseignements-là. Donc, je crois que vous avez tout à fait raison. La dimension physique, la présence physique sur les lieux de formation, elle est absolument cruciale, hein, je le redis encore une fois, elle est absolument cruciale. J'ajouterais même que la mobilité dans le cadre de la formation est quelque chose d'essentiel, parce que ça permet de former, c'est un complément nécessaire à la formation, voilà, qui est vécu la plupart du temps par les étudiants comme quelque chose d'important dans le cadre de leur cursus. Donc, bien sûr, l'aspect physique et matériel de la formation, le fait d'être en relation, et c'est que cette relation soit dans un espace déterminé, et que cette relation soit humaine, c'est quelque chose qui est essentiel. Mais je répète quand même que il me semble intéressant aujourd'hui d'observer qu'on a très rapidement pris le pli. Enfin, moi, je vois du côté des enseignants, et un très grand nombre d'enseignants, pardon, on a très rapidement pris l'habitude, par exemple, soit d'hybrider des formations. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer au moment où on se parle, avec la remontée du pic épidémique, où on a la décision qui a été prise dans un très grand nombre d'universités, si ce n'est pas toutes, de pratiquer ce qu'on appelle l'hybridation, ou pour reprendre une formule que Serge emploie lorsqu'il parle de figital, hein, de formation figitale, où on a cette hybridation entre la formation physique, 50% des effectifs, et la formation digitale, 50% des effectifs, de manière à pouvoir respecter les mesures barrières.
c'est peut-être une réponse à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire maintenir une présence physique des étudiants sous un mode un peu de turnover, alors, voilà, de cycle, hein, et puis de l'autre côté, permettre à des étudiants, soit parce qu'ils craignent pour leur santé, soit parce que les mesures barrières ne le permettent pas, soit tout simplement parce qu'ils sont personnes contact et donc ils ne peuvent pas assister, puisque c'est la réglementation en vigueur, ils ne peuvent pas assister aux formations, de pouvoir malgré tout suivre les enseignements. C'est sans doute quelque chose qui est aujourd'hui à explorer, en tout cas dans nos modes de fonctionnement. Ce que je voudrais, c'est que M. Berthoud, qui vient d'arriver, mais qui n'a pas de caméra, puisse se présenter et nous dire un petit peu qui il est. Comme ça, on va pouvoir se retrouver tous ensemble pour discuter de cette université Figital. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très très bien. Voilà. Bonjour, Berthoud. Écoutez, désolé de vous avoir rejoint avec du retard, mais j'étais justement avec une entreprise savoyarde et qui souhaite développer un centre de formation. Donc voilà, on est dans le lien entre l'université, le monde de l'économie et le digital. Donc Luc Berthoud, je suis maire de la Motte Servolex depuis 12 ans. Et depuis le renouvellement, vice-président de Grand Chambéry, l'agglomération chambérienne, chargé de l'économie, de l'emploi, de l'enseignement supérieur et des innovations. Voilà pour une présentation rapide. Et je suis aussi conseiller départemental et président de la commission des finances du département de la Savoie. Merci beaucoup, M. Berthoud. Merci Est-ce à que vous. vous avez connaissance du concept de l'université Figital? Est-ce que vous désirez que Serge nous fasse une petite présentation rapide du concept? Très volontiers. L'université Figital revient sur cette remarque et ce qui a été démontré par l'IFOP en 2019, que beaucoup de personnes doivent renoncer à des études parce que ils n'habitent pas là où les études se passent et que ça coûterait trop cher finalement pour suivre les études. C'est 31% des jeunes qui déclarent ne pas avoir fait des études à cause de ça. C'est une famille sur deux qui dit ne pas avoir les moyens d'aider correctement ses enfants s'ils vont faire des études ailleurs. Et puis, c'est une deuxième remarque également, c'est qu'aujourd'hui, avec les MOOC, avec toutes ces formations à distance qui existaient avant le Covid, finalement, il m'est possible de passer un MBA de Stanford, d'aller suivre un module de valeur, une unité de valeur à l'Imperial College, d'aller suivre un cours en Chine et ainsi de suite. Et donc, se pose la question derrière de comment les universités vont devoir également évoluer. Bon, ma première remarque à donner au niveau du gouvernement, l'appel à projet qui est les campus connectés, qui définit un cadre comme ça vis-à-vis de justement comment on peut faire de l'enseignement à distance finalement, comment on peut faire un campus. Mais pour moi, une université est plus grande. Une université est également un élément fondamental d'une dynamique économique et sociétale d'un territoire. Et à partir de là, l'université n'est pas qu'un endroit où des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on parlait de se déplacer, ça c'est Erasmus, et Erasmus ne concerne pas que les jeunes. Des moins jeunes en formation tout au long de leur vie peuvent aussi retourner à l'université pour retrouver des formations. Donc comment les jeunes et les moins jeunes, c'est pas que ça, c'est pas que étudier comment ils vont faire l'étude, mais c'est aussi retrouver des centres d'excellence, de retrouver du savoir. Donc d'avoir des gens qui ont un savoir et qui sont capables de le transmettre, mais qui sont également capables de le mettre au service des entreprises et ou de la société civile, de l'université, enfin du territoire où l'université existe. Et puis c'est aussi des centres de recherche, donc des gens qui ont également cette capacité de pousser les limites un peu plus loin, de rentrer dans de l'innovation pragmatique et de faire en sorte qu'il y ait une véritable dynamique économique et sociétale là où est l'université. Et donc, cette université Figital est un meilleur de tous les mondes, si on peut parler. D'un côté, ce côté MOOC, formation à distance, que l'on vit de force cette année en 2020 à cause du Covid, mais également de l'autre côté, la nécessité, comme nous le disait Thomas Messaros avant, d'avoir ce contact physique, d'avoir ce contact de campus, d'avoir les soirées étudiantes quand même aussi, même si aujourd'hui elles posent souci pour la propagation du virus, mais elles ont un rôle également de socialisation et de permettre de se créer son réseau.
toute cette mixité qui existe et qui fait, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'Erasmus+, qui ont fait d'Erasmus+, un des programmes européens les plus connus et certainement également un des programmes européens les plus plébiscités par tous les Européens. Donc voilà, l'université digitale, c'est ça, c'est de dire comment je peux finalement participer à une dynamique territoriale, comment donc sur un territoire qui n'a pas forcément une très très grande université, je permets quand même de créer, certains diront une antenne d'université, je préfère parler vraiment d'une université, donc véritablement d'un lieu où il y aurait ces trois composantes de l'université, l'endroit où les gens apprennent, se rencontrent, créent des liens, permettent d'avoir le réseau dont ils ont besoin pour faire des affaires plus tard, l'endroit où il y a cette base de connaissances où on peut aller trouver des savants et des sachants pour récupérer de l'information et pour pouvoir avancer. Puis également cet endroit où il y a quelques chercheurs. Alors forcément, suivant la taille des territoires, il n'y aura pas forcément toutes les matières possibles et imaginables, mais il y aura quand même celles qui devraient être utiles pour le territoire et comment on peut avoir ces chercheurs qui, eux, vont pouvoir pousser plus loin les connaissances et permettre du coup aux entreprises et aux gens qui vivent sur le territoire de pouvoir avoir une meilleure vie, d'être plus dynamique. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce concept d'université digitale? Non, merci. Je crois que vous m'avez fait partager ce que c'était, qui pouvait peut-être jusqu'à présent exister, mais de façon plus aléatoire, moins organisée que ce que la Covid-19 et une évolution peut-être normale, mais du coup accélérée, aurait amené à imaginer l'endroit où effectivement on peut se retrouver pour apprendre, ce qui est une catégorie, une caractéristique dans le temps. Et puis, bien sûr, ce lieu où on peut avoir cette base de connaissances, comme vous l'avez dit, et après les chercheurs qui seraient dans une recherche plus poussée et plus organisée. Donc, je crois que c'est, si je comprends bien, une nouvelle organisation par rapport au lieu et au temps, et qui convient peut-être maintenant d'un peu plus ancrer dans nos habitudes. Moi, je me souviens de ce que m'a dit récemment un universitaire, c'est que sur notre pays, Savoie-Mont-Blanc, on pourrait accueillir 3 fois plus d'étudiants que ce que le personnel enseignant ou administratif est en capacité ou les locaux d'accueillir. C'est donc peut-être un début de réponse à la fois pour accompagner cette capacité qui est limitée et aussi, comme vous l'avez dit, sur le plan financier pour lesquels les familles ou les jeunes ne peuvent pas, pour ces raisons financières, accéder à l'université. Et c'est donc une solution qui viendrait pallier à cette double difficulté d'accueil physique et de capacité financière. Donc, ça me paraît une solution actuelle, mais aussi d'avenir. C'est bien. Je vous en Est-ce prie. que Mme Messaros, vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ça ou vous avez déjà parlé du sujet Non. avant donc, Voilà, je répéterai juste par rapport à ce qui vient d'être dit par mon homologue de Grand Chambéry, c'est vraiment, voilà, je crois qu'il y a effectivement la limite des infrastructures et c'est un bon moyen de pallier à cette limite-là et à la difficulté qui est inhérente aujourd'hui à notre système universitaire d'avoir le nombre d'enseignants suffisant pour pouvoir assumer pleinement les tâches qui leur sont dévolues en termes d'enseignement et de recherche dans des bonnes conditions. Donc, si le digital, et à mon avis, le digital doit être un moyen justement de pallier à cela. Et puis deuxièmement, et on le voit avec les campus connectés, les 13 campus connectés qui ont été développés récemment, on voit bien que c'est aussi un outil pour essayer de pallier à des inégalités territoriales et par la même occasion des inégalités sociales. Moi, j'allais dire, en ce qui me concerne personnellement, tant que le digital est un outil qui permet justement de pallier ces inégalités sociales, c'est positif. Par contre, peut-être ça peut vous permettre d'enclencher sur une autre thématique. Il ne faut pas que le digital soit un facteur d'inégalité sociale. Nous, ce qu'on a vu en tant qu'universitaire également, ou ce sur quoi notre attention s'est portée pendant la période,
ne sont pas logés à la même enseigne. Être dans un petit appartement ou au sein de sa famille et devoir en même temps suivre 8 heures de cours en visio, voilà, avec une connexion qui n'est pas forcément stable et qui n'est pas forcément bonne, par rapport à quelqu'un qui a un appartement, qui a une très bonne connexion numérique. Voilà, on sent quand même, on voit qu'il y a une inégalité qui peut exister entre les étudiants. Et donc, il faut que l'institution, et j'allais dire au-delà de l'institution, de l'université, parce qu'elle essaye de le faire tant bien que mal, mais avec elle, les collectivités et au-delà l'État, il faut arriver à limiter, à empêcher ces inégalités-là. Ça pose également la question de la fracture numérique. C'est un vieux serpent de mer, mais c'est nécessaire de la poser. Je veux dire, sur notre territoire de la Haute-Savoie, chacun des territoires n'est pas logé à la même enseigne. Et donc, ça pose également ces questions-là. Donc, je dirais oui, le digital, c'est effectivement un outil, un levier pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et c'est vraiment le monde à portée de main et la connaissance à portée de main, ce que Serge a très, très bien décrit avec les formations qu'on peut suivre dans les prestigieuses universités à travers le monde. C'est aussi un accès à de la connaissance aujourd'hui avec l'open data et la possibilité d'aller chercher des textes, voilà, lire des ouvrages en ligne, etc. Mais il faut faire attention également que ça ne soit pas un facteur d'inégalité entre les individus. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'absolument nécessaire. Alors moi, je pense quand même qu'il faut mettre un bémol sur ce qui s'est passé avec le Covid, qui est vraiment une parenthèse qui est totalement anormale. Ce n'est pas de la formation à distance. Pour moi, ça a été un confinement. Le confinement, on provoque, du jour au lendemain, on provoque une catastrophe chez des personnes qui vont étudier avec leurs enfants. Tout le monde reste les uns avec les autres. Il n'y a pas d'endroit pour pouvoir se reposer. L'université Figitale a aussi cette possibilité dans sa conception, c'est de regrouper des gens dans un espace, mais qui peut être différent de l'université, mais on garde le concept que la formation à distance doit être préparée, doit être aménagée, et que ce n'est pas quelque chose comme le confinement. Le confinement était vraiment quelque chose de complètement différent. Et puis, en ce qui concerne l'aménagement, tout le monde veut absolument qu'on soit avec de la fibre. Moi, je reste persuadé qu'il y a d'autres solutions technologiques qui permettent de travailler. Et entre autres, je connais des sociétés savoyardes qui proposent par exemple des solutions d'accès, qu'elles soient en 4G, que ce soit avec du satellite à très très haut débit, pour très peu cher, parce que les choses se sont démocratisées. Mais il faut que quelque part, on arrête de se dire on veut de la fibre, on veut de la fibre. Il n'y a quand même que 5% de la population de Savoie qui se trouve en moyenne montagne, et que cette population va être isolée et qu'on est obligé de ramener tout le monde dans la vallée. Merci. Dans la vallée. Et cette accumulation pose finalement des problèmes qu'on pourrait résoudre simplement en acceptant de panacher les solutions technologiques parce qu'elles existent. Et tout à l'heure, on avait un exemple très, très agréable de quelqu'un qui a travaillé 23 ans en Chine et qui nous expliquait qu'à l'heure actuelle, les élèves pouvaient suivre des formations avec des téléphones portables. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde a les moyens d'avoir un téléphone portable et de pouvoir, peut-être avec des process, peut-être avec des objets ou des systèmes, la possibilité de suivre une partie des cours, en étant bien d'accord qu'il faut quand même des regroupements de temps en temps et que ces regroupements soient enrichissants. Oui, je me permets de réagir là. Là, tout à l'heure, moi, j'évoquais l'expérience que j'ai vécue en tant qu'enseignant-chercheur pendant la phase de confinement du Covid, enfin lié au Covid. Oui. Donc voilà. Je suis d'accord. Voilà. Alors après, si je parle en tant que spécialiste des crises, les crises, elles sont toujours exceptionnelles. Donc la prochaine, on redira que c'était exceptionnel de la même manière. Le problème, c'est qu'il faut s'y préparer. Voilà. Donc jamais on n'aurait imaginé une telle situation où on se retrouve dans un cas où on confine l'intégralité de la population. Bien évidemment, si on l'avait dit il y a quelques temps auparavant, avant le confinement lui-même, personne n'y aurait cru. Le fait est que ça s'est produit et le fait est également que ça a généré j'allais dire des effets, des dommages, notamment sur les jeunes. Dans le suivi de leur parcours, parce qu'effectivement, on a vu ces inégalités apparaître très clairement. Il ne faut pas se
se le cacher. Et puis la deuxième chose, on a vu également, en tout cas, on a eu la nécessité tout de suite, et c'est ce que je disais tout au début de mon propos, on a eu le besoin et on a éprouvé la nécessité, et je trouve que c'est quelque chose qui s'est fait relativement rapidement, de développer des nouveaux modes, des nouvelles manières de faire, des nouvelles pratiques. Voilà. Après, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que en situation, j'allais dire routinière, ces nouvelles pratiques, bon, bah, évidemment, elles seront vécues et heureusement très différemment. Je faisais référence au campus numérique tout à l'heure parce que ce que je trouve très intéressant dans le campus numérique, c'est l'idée quasiment que ce soit en gros, en quelque sorte, presque un tiers-lieu, quoi. C'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où il y a des formateurs, donc il y a l'aspect humain qu'on évoquait tout à l'heure, il y a l'aspect socialisation qui est très, très important parce que c'est un aspect fondamental, hein, la socialisation dans le cadre de la formation. Et puis en même temps, il y a l'aspect digital. Donc là, on voit bien effectivement l'hybridation, hein, de ces deux pratiques-là de manière délocalisée par rapport au gros pôle universitaire. Et ça marche très bien. Et ce sont des réponses réellement, hein, je pense que ce sont des réponses adaptées. Voilà. Donc, c'était juste par rapport à ta remarque, pardon, on avait dit qu'on se tutoyait, Dominique, à ta remarque sur la phase un peu particulière qu'on a vécue du Covid. C'est vrai qu'après, en situation routinière, c'est un peu différent. Après, sur l'aspect technique, je ne connais pas suffisamment. Mais ce que je veux dire, c'est après, peu importe l'aspect technique, on sait qu'il y a des questions qui sont d'ordre environnemental qui se posent. Moi, je ne suis pas compétent sur la question, donc je ne pourrais pas vous donner mon point de vue là-dessus. Par contre, je le redis encore une fois, c'est plutôt du point de vue social où il faut être attentif à ce que ces technologies, elles ne soient pas, elles ne créent pas, alors soit par leur acquisition, hein, la nature de l'appareil, la technologie à laquelle on doit se raccorder, etc., qu'elles ne soient pas génératrices d'inégalités, ou alors qu'on arrive par la solidarité à pallier à ces inégalités-là. C'est juste ça. Hein. En fin de compte, qu'on ait les dispositifs et qu'on ait conscience des problèmes que ça peut occasionner pour certains. Et Monsieur Berthoud, en Savoie, alors est-ce qu'on est conscience de ces solutions et de ces problématiques? Alors oui, conscient de là, après avoir dit comment les choses peuvent se mettre en place, se structurer et se pérenniser, on en est rejoint les différentes observations, c'est que une crise peut en cacher une autre. Donc, il faut qu'on soit très méfiant de ce qu'on prendrait comme mesure sous le coup d'une pandémie dont on ne sait toujours pas où elle en est, et puis de ce qui peut être envisagé de façon durable, mais ça nous remet forcément en cause sur nos fonctionnements. Et comme on l'a dit, sur l'accompagnement qu'on peut avoir, nous, les collectivités, à côté d'autres partenaires. Mais c'est un mouvement à la fois qui est sociétal et pour le coup aussi à forcément structurer en évitant de mettre des priorités qu'on pourrait regretter dans le temps. Donc, je pense que le travail, il est quand même encore devant nous. Et justement, au niveau des prospectives ou de ce que nos deux départements ont envie de faire, qu'est-ce que vous avez comme urgence à mettre en place? Quels sont les moyens que vous allez mettre en place? Ou comment vous allez réagir par rapport à ce qui s'est passé? Alors, dans quel domaine Dans le domaine de tout ce qui est formation à distance. Voilà. Bah, je pense que ça va forcément ramener le débat, mais ça a été évoqué sur la fracture numérique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des frais, il peut y avoir des frais d'inscription, il peut y avoir des frais de logement, de prise en charge, mais il y a aussi le fait qu'il faut, sur ces enseignements à distance, c'est aussi comme pour le télétravail, d'être sur des moyens suffisamment sécurisés et performants. Donc, une des premières peut-être occupations, c'est de savoir, de se mettre d'accord sur le type de matériel et comment on aide ceux qui auraient des difficultés financières à pouvoir s'en procurer ou à mutualiser des moyens existants. Mais si c'est pour réouvrir d'autres lieux et des partages de matériel en période de Covid, on va plutôt éviter. Donc là, je ne sais pas par où passe la solution. En tous les cas, c'est une des interrogations. Nous, pour répondre à la question de Dominique,
de notre côté, bien évidemment, on a engagé cette réflexion. On a la chance, je le redis encore une fois, d'avoir un pôle métropolitain dans lequel Annecy et Chambéry discutent, échangent Oui, oui. sur ces questions-là, avec également en parallèle les 2 départements, les conseils départementaux, et puis le soutien du rectorat. Donc, il y a un écosystème particulièrement, j'allais dire, efficace, enfin, qui permet d'envisager des réflexions prospectives plutôt intéressantes. Nous, aujourd'hui, on est aujourd'hui sur les questions de développement du digital sur le territoire, comme étant vraiment une des grandes priorités qui est donnée aussi bien à l'enseignement supérieur qu'à l'économie, puisque c'est également une attente très forte de nos entreprises. Alors, ça se traduit, cela a été dit par M. Berthoud, par les questions liées également à l'insertion, de manière à ce que, j'allais dire, personne ne soit laissé de côté. Donc, c'est au-delà même de l'enseignement supérieur, c'est également, j'allais dire, les formations de manière générale. Voilà, donc nous, aujourd'hui, on est en train de beaucoup travailler sur des projets qui sont l'école de la deuxième chance, l'école 42, etc. On a dans ce cadre-là des réflexions sur le codage qui nous paraissent intéressantes à explorer. Voilà, donc de manière générale, l'idée du numérique et le développement du numérique, mais d'un numérique maîtrisé, d'un numérique qui est également adapté au territoire, adapté aux enjeux du territoire. Et dans l'enjeu du territoire, bien sûr, il y a les enjeux sociaux, mais il y a également les enjeux environnementaux du territoire, puis bien sûr les enjeux économiques, puisque c'est même, j'allais dire, l'un des éléments moteurs de ce développement-là, avec au travers de cela la question de l'attractivité et de la compétitivité du territoire, attractivité nationale, internationale, parce que qui dit numérique dit également, bien évidemment, ouverture sur le monde, et puis également attractivité du territoire en termes d'emploi, et j'allais dire aussi, enfin plutôt la question de l'emploi, hein, au-delà de l'attractivité économique, la question de l'emploi en filigrane. Voilà. Ça permet de rebondir sur une question qui était liée à une étude faite par un professeur, une professeure de l'Imperial College sur les villes phénix. Donc, il s'est posé la question comment un certain nombre de villes à travers la planète avaient réussi à rebondir suite à une crise. Donc, typiquement, si on prend pour pas très loin de chez nous, Saint-Étienne, mais elle a pris un certain nombre de villes à travers la planète. Et à chaque fois, c'est aperçu que ces villes avaient réussi à rebondir en choisissant une ou deux, dans très rares cas, 4 thématiques. En fait, ça dépendait complètement de la taille du pôle urbain qui permettait, plus il était grand, plus on pouvait choisir de thématiques, mais sinon, limiter le nombre de thématiques. Donc, elle a démontré que c'était lié à, d'une part, un choix d'une thématique ou de 2 ou 3, et d'autre part, la création aussi d'universités, d'un pôle de formation. Je dis université parce que c'est celui qui tire un peu l'innovation vers le haut, mais pas simplement. Il y a aussi la formation de toutes les personnes qui sont nécessaires pour que l'industrie tourne ou pour que les services tournent. Donc, il y a toutes les formations, quel que soit le niveau. Et puis, il y a aussi la formation tout au long de la vie qui doit être mise en place également. Donc, par rapport à ça, et puis par rapport finalement à des universités, peut-être à la française, où on a tendance à pas partir dans tous les sens, mais en même temps de couvrir quasiment tous les savoirs possibles et imaginables. Et puisque vous avez dans vos missions l'un et l'autre également à réfléchir sur ces dynamiques économiques, quelle est votre vue de cette relation entre la formation et puis justement les dynamiques économiques, et finalement, est-ce qu'il faut continuer à être plus dans le sens du siècle des Lumières où il fallait accumuler du savoir, voire même du savoir inutile, entre guillemets, juste du savoir qui avait comme application de faire grandir le savoir, ou d'être plus ciblé sur certaines thématiques et puis finalement faire des choix d'industrie et de développement pour le territoire et de cibler dans ce cadre-là plus en avant la formation correspondante? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il vaut mieux être très large et puis finalement se dire que les gens choisiront et puis ce qui devra émigrer, enfin sortira et puis on abondera ou on aidera l'industrie une fois qu'elle éclora, ou au contraire, est-ce qu'il faut, au niveau déjà de l'enseignement et de la formation, cibler un peu plus
peu plus narrow, un peu plus serré sur un certain nombre de formations, sans pour autant oublier les autres. C'est là où le numérique peut servir pour, par exemple, continuer, mais pas avoir forcément les compétences à ce niveau-là. Et par contre, avoir de très fortes compétences en un lieu donné. Autre exemple, le PFL à Lausanne. Il y a 30-40 ans, Lausanne était inexistant. Aujourd'hui, Lausanne est vraiment une place hyper forte et le PFL est même en train de grignoter petit à petit Genève, voire une partie des territoires français au niveau de son rayonnement. Donc, est-ce qu'il vaut mieux ce business model ou l'autre? Lequel des deux votre cœur balance? Moi, je vais prendre l'exemple, mais mon collègue au Savoyard pourra compléter de Savoie Technolac, qui est un pôle d'excellence sur les énergies renouvelables et les réseaux numériques. Au passage, en rendant hommage à des gens comme Michel Barnier, Jean-Pierre Vial, Jean Terme, qui, il y a plus de 30 ans, ont été pionniers et ont compris que 30-35 ans après, matin, midi et soir, on nous parlerait de quoi? De réseaux numériques et d'énergie renouvelable. Donc, ils ont eu un sens de l'anticipation assez extraordinaire. Je pense que dans ce cadre-là, il faut, par rapport à notre territoire, regarder et comment on peut en fait créer des filières, des réseaux, de façon à avoir une place dans un contexte départemental, régional, national ou international. Mais c'est vraiment la présence de Savoie Technolac sur le territoire des communes du Bourget-du-Lac et de la Motte-Servolex, dont je suis le maire, qui me fait dire ça. On peut avoir des investisseurs, ils ne connaissent pas forcément ou de nom Chambéry, ils ne connaissent pas du tout la Motte-Servolex, mais ils connaissent Savoie Technolac vu depuis Paris ou d'une autre ville européenne. Donc, ça veut dire qu'à un moment, l'attractivité de notre territoire passe par une spécialisation, un particularisme qui permet de dire, tiens, ils ont un créneau. Alors, on a, nous, en plus, l'avantage de ne pas être assujettis aux contraintes des métropoles qui ont leurs limites en termes d'insécurité, de pollution, de circulation ou de propagation de pandémie. On le voit actuellement. Mais on a tous les avantages sans avoir les inconvénients. On a cette souplesse, cette agilité, et je crois que c'est ce qui nous permet d'être réactifs et donc de plutôt, pour ma part, plaider pour se faire une réputation et se l'asseoir en étant dans des segments plus spécialisés que généralistes. Moi, j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit par mon collègue. Effectivement, c'est de toute manière pour des raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, qui sont chez nous, alors là, je prends le cas de la Haute-Savoie et d'Annecy en particulier, qui sont liés avant toute chose à la nature des infrastructures et à la possibilité de développement des infrastructures. C'est-à-dire qu'on a un campus qui est un campus de taille modeste, mais qui dit modeste ne veut pas dire avec un très, très fort potentiel et un très haut niveau de rayonnement, bien au contraire, hein. Justement parce que le choix qui a été fait par les prédécesseurs, et je crois que c'était un choix qui était un choix à la fois de raison et à la fois un choix stratégique, c'était celui de miser sur des secteurs d'innovation, enfin, qui ont une forte capacité en termes d'innovation, sur des segments qui sont des segments très compétitifs. Et c'est aujourd'hui, j'allais dire, quelque chose dont on voit le résultat avec un IUT qui est quand même qui a une excellente réputation, qui est en prise directe avec le monde de l'entreprise et avec des entreprises qui sont elles-mêmes très compétitives à l'échelle internationale et qui pratiquent, qui ont une politique d'innovation très forte. Également, un institut d'administration des entreprises auquel s'ajoute un club des entreprises qui arrive à former des étudiants qui eux-mêmes contribuent au développement économique du territoire. Voilà. Et j'allais dire, à côté de cela, un certain nombre de centres de recherche. Alors bien évidemment, le LAP, ça fait figure même d'exception à l'échelle mondiale, hein. C'est un lieu de recherche de très très haut niveau. Mais à côté de ça, des chaires, et j'insisterai là-dessus, nous aujourd'hui, le modèle que l'on a de développement scientifique, et j'allais dire, ça rejoint la préoccupation que vous avez ici de l'université Figital ou de l'hybridation, c'est le développement des chaires. Là, prochainement, va être inaugurée une chaire qui s'appelle eOpen,
ce qui signifie innovation ouverte, management 4.0 et prospective à l'ère numérique. Donc, ça rejoint tout à fait l'idée de la prospective. Ça rejoint tout à fait l'idée du numérique. Et l'idée, c'est tout simplement d'accompagner les entreprises du territoire dans leur transition numérique. On a une chaire environnement, économie, environnement qui va également se développer, etc. Et l'outil qui va permettre à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, ou l'outil qui permet à l'Université de Savoie-Mont-Blanc de développer ça, cet outil-là, c'est la fondation. Et cette fondation Université de Savoie-Mont-Blanc, c'est elle qui va porter ces projets de chaire et donc qui va accompagner le développement et la relation partenariale entre les collectivités, les acteurs économiques du territoire et les universitaires. Et puis à côté de ça, parce qu'on ne peut pas laisser cet écosystème uniquement au niveau de l'Université de Savoie-Mont-Blanc, même si on voit bien que le moteur, il est à cet endroit-là, hein. Mais à côté de ça, il y a également tout un tas d'autres terrains, j'allais dire, de formation supérieure et de recherche, hein. Je rappelle qu'on a tout un tas d'entreprises qui ont des pôles recherche-développement, des entreprises importantes du territoire. Et donc, elles pratiquent également, elles ont également une activité de recherche d'innovation qui est à signaler et qui contribue au rayonnement du territoire. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par M. Berthoud. La stratégie, c'est plutôt d'être très bon sur des secteurs, des segments qui vont permettre de renforcer l'attractivité et le rayonnement du territoire, la mécatronique, l'outdoor sport valley, aujourd'hui le numérique, hein, tout le digital. Ce sont des secteurs aujourd'hui qui sont stratégiques pour nous. Très bien. Je pense qu'il va être bientôt le temps de pouvoir conclure cette discussion très passionnante. En tout cas, j'ai trouvé très intéressante personnellement. Je pense qu'à côté aussi. Et donc, de vous donner l'opportunité de donner un dernier mot, si vous le voulez, par rapport à la formation tout le long de sa vie, puis les dynamiques que ça permet de créer, toutes les dynamiques économiques, sociétales, environnementales, qui sont liées grâce à l'éducation et à la formation. Monsieur Berthoud, si vous voulez commencer. Oui, merci. Écoutez, moi, pour vous dire, je crois qu'on est au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain, que c'est vraiment la clé, bien sûr, l'éducation et après la formation tout au long de sa vie, professionnelle, mais pas que, vie tout court, et que vous nous avez permis, grâce à ces rencontres, de nous interroger un peu plus en avance sur ce que peut être l'université, la formation, bien sûr dans cette période toute particulière, mais qui connaîtra une issue et qui doit nous permettre de nous interroger. Et moi, je pense un peu en permanence, comme je l'ai dit, on ne peut plus se contenter du cadre dans lequel on est ou dans lequel on nous a mis, et qu'il faut faire preuve plus que jamais d'imagination, de créativité. Et je crois que ça, on peut l'acquérir dès le départ, au niveau de l'éducation, mais aussi après, des moyens qu'on se donne pour évoluer dans sa partie professionnelle et personnelle. Donc, un grand merci de nous avoir permis de nous évader pendant un temps de nos tâches les plus quotidiennes et d'être dans de la partie prospective à partir, là aussi, d'un constat qui est tout à fait différent de celui qu'on aurait pu faire il y a seulement que 7 mois en arrière, qui aurait imaginé que les amphis, on appelait plutôt à diviser par 2 le nombre d'étudiants, voire même à être le plus en dehors des locaux, mais ce qui pose un problème d'organisation et de réorganisation à la fois individuelle, mais aussi collective. C'est le défi qui est devant nous. Oui, merci. Merci à vous. Un mot de conclusion? Oui, alors moi je dirais la pandémie à laquelle on a été confronté et finalement la crise qui en a découlé nous montre qu'il faut être préparé à rencontrer l'inconnu à n'importe quel moment. Je crois qu'on est rentré dans une ère où de plus en plus on va être confronté à des changements brusques comme ceux qu'on a pu connaître. Il faut éviter le plus possible qu'ils soient dramatiques parce qu'on voit bien les conséquences que ça peut avoir et puis la succession de crises que ça peut engendrer. Donc je crois que l'objectif c'est vraiment de se préparer, de se former. On parlait de se former.
je pense que la préparation à la gestion de crise, ça nécessite des formations particulières. Ça nécessite des formations pour les décideurs politiques, pour les responsables économiques, mais également plus généralement pour les citoyens. Je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est absolument nécessaire, d'avoir les bons réflexes quand on est confronté à des situations comme celle-là, pour éviter des blocages total, par exemple, de l'économie, pour éviter le blocage du fonctionnement de nos institutions ou autres. Vraiment, il est nécessaire de pouvoir être préparé. Alors, je sais que c'est toute la difficulté, on ne peut pas être préparé à tout, mais en tout cas, avoir les bons réflexes quand on est confronté à des situations comme celle-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, on a la chance extraordinaire d'être sur des territoires qui sont extrêmement attractifs, qui ont un très, très fort dynamisme en termes d'enseignement, de formation, de recherche. Moi, je suis très attaché à ce que justement on puisse continuer à miser sur la recherche et sur les formations qui sont vraiment des atouts. Aujourd'hui, on le sait, des territoires et qui contribuent à leur développement et à l'épanouissement des personnes qui y vivent. Puis la troisième chose, aujourd'hui, on est effectivement dans l'ère du digital plus que jamais. On voit bien que cette révolution, elle s'est produite. C'est là aussi une rupture, en quelque sorte, que nous avons vécu, que tout l'ensemble de notre système a vécu, et notamment notre système traditionnel d'enseignement et de recherche. Donc, on s'adapte. Il est en train aujourd'hui, le digital est en train aujourd'hui de trouver sa place, je pense, dans l'ensemble de nos pratiques. Par contre, j'insiste encore là-dessus s'il était besoin, il ne faut pas que ça soit un facteur d'inégalité. Au contraire, il faut que ça soit un facteur de rééquilibrage entre les territoires, entre les individus. Donc, je crois beaucoup à l'idée, en parallèle, Serge l'a évoqué, d'une part, bien sûr, à une formation initiale de qualité, c'est évident, mais aussi à une formation continue de qualité. Parce que je pense que justement, ce qui fait tout l'intérêt de nos modèles de formation, et notamment de nos modèles de formation à l'université, c'est qu'on accueille des professionnels qui peuvent également poursuivre leur cursus de formation, et donc, on le comprend bien, continuer à évoluer soit dans leurs entreprises respectives, soit dans d'autres entreprises. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important. Et puis, le dernier aspect, je crois qu'aujourd'hui, l'idée d'incubateur ou un lieu qui est dédié pour des jeunes qui sortent de formation pour tester des activités économiques sur des formats juridiques qui aujourd'hui existent, est quelque chose qui est également, je pense, essentiel. Et là aussi, je crois que le numérique jouera tout son rôle, en tout cas pour les accompagner, pour accompagner le développement de leurs activités économiques. En tout cas, je voulais également vous remercier pour cet espace numérique qui devait être physique, qui vous a obligé à vous adapter à l'actualité. En tout cas, merci beaucoup d'avoir créé cet espace numérique pour qu'on puisse échanger. Et puis, félicitations donc, pour cette journée, j'imagine, très riche sur les thématiques que vous avez abordées. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous. Merci, on va conclure merci beaucoup, là. Monsieur Berthaud. Merci beaucoup, Monsieur Bezzaro. Merci Dominique.